Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler d'isolation thermique et vous êtes ici dans la version longue. Je l'ai tournée pour répondre à la question d'un abonné sur ma chaîne, à savoir pourquoi ne trouve-t-on pas de stratégie d'isolation préétablie selon divers critères, à savoir les situations, les besoins, les contraintes et les attentes. Alors, que mettons derrière ces critères? Les stratégies selon les situations, il s'agit de prendre en compte l'emplacement dans l'immeuble. Les stratégies selon les besoins, quant à elles, prennent en compte les normes ou les labels. Les stratégies selon les contraintes nous sont imposées par les techniques de construction, les matériaux et l'état de l'immeuble. Et enfin, les stratégies selon les attentes visent à répondre aux attentes des occupants ainsi qu'à leurs souhaits. Alors, nous allons bien évidemment traiter du neuf et de l'ancien et commencer par l'ancien. Alors, en tout premier lieu, stratégie selon les situations. Le but est de prendre en compte les logiques imposées par les éléments à isoler eux-mêmes, lesquels éléments donc sont au nombre de 7, à commencer par les sols, puis viennent les murs, les menuiseries, les ponts thermiques, les combles, les toits en pente et enfin les toitures terrasses. Nous allons bien sûr traiter ces éléments les uns après les autres et donc faire une approche par élément à isoler. Alors à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par les sols, ce qui est quand même assez logique, et plusieurs cas de figure se présentent, à commencer par une construction sur terre-plein. Et là, on a deux options. Soit on va travailler sur hérisson ventilé, donc on va isoler sous la chape de compression, ou pas. Les deux options sont possibles. Si le sol sur lequel on va implanter la construction n'est pas suffisamment porteur, on va devoir opter pour un radier afin de répartir la charge de compression sur l'ensemble de la surface d'implantation. Et là encore, sur radier, on va pouvoir isoler sous la dalle ou non. Voilà en ce qui concerne les sols sur terre-plein. Maintenant, les sols encore, mais cette fois sur sous-sol ou sur vide sanitaire. On va commencer par l'option plancher-béton, laquelle option se subdivise en ce qui concerne l'isolation par la possibilité de faire appel à des ourdis isolants. On peut aussi faire une dalle non isolée, mais que l'on va isoler ultérieurement par une pose d'isolant sous dalle. On peut aussi poser l'isolant sur la dalle sous une chape ou réaliser une chape isolante. Alors on a un autre type de plancher que sont les dalles bois, lesquelles dalles bois sont également diverses, à commencer par la possibilité d'un solivage que l'on va donc isoler dans l'épaisseur. On peut aussi trouver des panneaux massifs qui vont d'un support à un autre, à savoir de mur à poutre, etc. et qui peuvent être isolés en continu par le dessous. On peut retrouver les mêmes panneaux, mais cette fois les isoler par le dessus, sous une chape, ou on peut aussi travailler avec des chapes isolantes. Donc en gros, on retrouve les mêmes techniques que pour les planchers béton. Maintenant, après avoir vu les sols, voyons les murs. Alors, les murs eux-mêmes peuvent être isolés selon deux techniques possibles, isolation thermique par l'intérieur ou isolation thermique par l'extérieur. Alors, je commence arbitrairement par une isolation par l'intérieur, ça ne veut pas dire que c'est mieux ou moins bien, je commence par l'ITI. Et en tout premier, par le traitement de murs en béton ou dérivés, avec l'isolation possible avec des parements intégrés. Je pense particulièrement au placostyrène. On peut trouver d'autres complexes, mais c'est vraiment le complexe le plus utilisé. On trouve ensuite des isolations rapportées et des parements eux-mêmes rapportés, le tout sur une structure qui va être constituée de rails et montants métalliques. On peut substituer à ces rails et montants métalliques des supports verticaux en bois, toujours avec une isolation rapportée. Et dans ces deux derniers cas, une fois qu'on aura mis en place l'isolant, il faudra lui adjoindre un pare-vapeur, lequel peut être intégré à l'isolant. C'est vraiment pas la meilleure solution, il vaut beaucoup mieux opter
pour un isolant rapporté et qui devra être posé en continu, mais ça je vous ai mis à ce sujet-là des liens vers des articles que j'ai écrits et que vous trouverez dans le descriptif. Voilà en ce qui concerne les murs en béton. Alors les murs toujours, et isolation thermique par l'intérieur toujours, mais cette fois des murs en pierre, pisé, bauge, donc des murs qui sont perspirants et il faut prendre en compte cette perspirance. Donc il faut opérer comme pour les murs en béton ou dérivés, mais en veillant à la progression de la perspirance. C'est grâce à cette progression de la perspirance qu'on va leur permettre de s'équilibrer correctement dans leur teneur en eau, et en tenant également compte des remontées capillaires auxquelles, en règle générale, ils sont soumis, et en prenant en compte préalablement la question, en se posant la question de la pertinence d'une isolation, parce qu'il n'est pas toujours évident qu'il soit très pertinent d'isoler ce genre de mur. Les murs toujours, mais isolation thermique par l'intérieur encore et toujours, et cette fois en nous intéressant aux murs en briques monomures ou blocs isolants. On va ici travailler comme avec des murs en béton. Autrefois, on ne les isolait pas, mais avec l'évolution des normes, on considère aujourd'hui que ces murs ne se suffisent pas à eux-mêmes. Donc on va isoler comme pour les murs en béton, mais avec une moindre épaisseur, parce qu'ils ont quand même une capacité isolante indéniable. Alors on a également, en termes de murs massifs, la possibilité de travailler sur des murs en madrier ou en panneaux type KLH, alors avec des précautions tout à fait particulières en ce qui concerne les murs en madrier, puisque ce sont des éléments qui sont emboîtés et qui, au fil des premières années particulièrement, vont se tasser. A priori, l'approche est identique que pour des murs en béton, mais pour autant, il va falloir faire très attention à bien choisir les pare-vapeurs et la perméance, le SD de ces pare-vapeurs pour avoir une bonne progressivité. Je vous ai mis des liens vers des articles dans le descriptif. Les murs encore et toujours isolés dans la masse. Alors qu'entend-on par là? Eh bien tout simplement, ce sont le plus souvent des structures porteuses à ossature bois dans lesquelles on intègre un isolant. Alors on peut l'intégrer en même temps qu'on monte l'ossature, c'est le cas par exemple de la paille, et donc dans ce cas-là il faut protéger au fur et à mesure qu'on monte, mais on peut aussi travailler dans des murs à ossature bois par exemple, avec des isolants rapportés qui vont être mis en œuvre après la mise hors d'eau, hors d'air, donc on a beaucoup moins de précautions à prendre quant aux conditions climatiques. On peut travailler là avec des panneaux ou des rouleaux. On peut également travailler avec de l'isolant soufflé, ouate de cellulose, laine de bois en vrac par exemple. Ouate de cellulose projetée humide à structure ouverte, c'est une autre possibilité. Et enfin, ça n'est pas ce qui me fait le plus rêver, mais c'est une option, on se doit de la citer, les mousses projetées. Les murs encore et toujours, mais pour cette fois isolés par l'extérieur. Donc on change de paradigme. Donc on peut travailler avec des isolants fixés ou collés en continu qui serviront de support direct au crépi. Et pour ce faire, on peut travailler avec des mousses. Donc on peut travailler également avec des laines de bois haute densité, ce qui a ma préférence. Mais ceci n'engage que moi. On peut travailler également avec des isolants en panneaux ou rouleaux avec support préalable qui recevront le parement ultérieur. On pose préalablement les supports et ensuite seulement on met en place l'isolant. Et enfin, on peut avoir également des isolants en vrac soufflé. Je pense à la ouate de cellulose ou à la laine de bois. Et donc, avant la pose du parement, il faut poser un pare-pluie. Les murs, toujours, isolation thermique par l'extérieur, encore et toujours. Isolant, projeté humide ou mousse projetée. Le mode opératoire, ces isolants ne sont pas en capacité de porter les parements. Et donc on va poser préalablement des supports, on va faire la projection humide et le rabotage de la ouate de cellulose, ou si c'est une mousse, on va tailler. On va, après avoir mis en place le pare-pluie, mettre
les lithos de ventilation et le support de parement, et bien évidemment finir par le parement. Voilà en ce qui concerne les murs. Maintenant, les menuiseries. Alors, avant de parler des menuiseries elles-mêmes, parlons de l'emplacement qu'on va leur donner. Si on est face à une ITE, on a choisi d'isoler par l'extérieur, il faudra, pour que les châssis dormants des menuiseries soient intégrés dans l'isolant, qu'on les pose à l'extérieur. Et si on isole par l'intérieur, donc ITI, eh bien à contrario, là, on va poser nos châssis à l'intérieur, de telle sorte à ce qu'ils soient noyés dans l'isolant. Alors maintenant, en ce qui concerne les menuiseries, la partie la plus importante, ce sont bien sûr les vitrages. Lesquels vitrages peuvent être du double vitrage, le double vitrage pouvant, lui, se décliner peu émissif, avec argon, etc. Donc là encore, j'ai un lien vers les menuiseries, vers un article qui traite des menuiseries. Et on a aussi possibilité d'aller vers du triple vitrage avec les mêmes options que pour le double vitrage. Les menuiseries encore et toujours, les types de châssis. Il ne s'agit pas là non plus d'un classement pour dire ce qui est mieux ou moins bien, mais je les cite. Donc d'abord les châssis bois qui peuvent être simples, j'entends par là qu'il n'y a pas de parement rapporté, ou avec un parement de protection, le plus souvent de type en aluminium. On a ensuite les menuiseries PVC et enfin les menuiseries alu qui maintenant sont toutes à rupteur de pont thermique. Voilà en ce qui concerne les menuiseries. Alors, on va maintenant parler d'un élément qui n'en est pas un à proprement dire, mais qu'il fallait bien classer d'une manière ou d'une autre, ce sont les ponts thermiques. Alors qui sont en règle générale résolus par la mise en place d'un isolant thermique par l'extérieur. Et on a deux cas de figure, soit ce sont des éléments qui sont en débord, auquel cas il faut les couper et les remplacer par d'autres éléments qui se substitueront à eux et qui seront mis en place après qu'on aura fait l'isolation par l'extérieur. S'ils sont affleurants, au nu qu'on isole devant, ils seront effectivement coupés à l'extérieur des murs par la présence de cet isolant. Par contre, en ce qui concerne les ponts thermiques de sommet de mur, eux, ils ne seront éliminés que si on isole le toit par l'extérieur. Sinon, ils resteront là. Et enfin, on a les ponts thermiques de pourtour des menuiseries, à savoir, ils dépendent de l'emplacement où on met les menuiseries selon qu'on est en ITI ou en ITE. Après avoir vu donc les ponts thermiques, voyons maintenant les combles perdus. Les combles perdus, c'est probablement un des éléments les plus faciles à traiter. Tout d'abord, on fait place nette. C'est-à-dire que s'il y a un ancien isolant, on l'enlève. Et donc, je vous ai mis le lien vers une vidéo qui traite de ce point. On prépare les combles, toujours avec le même process, quel que soit l'isolant utilisé. Il s'agit de prendre en compte tous les risques que sont les points lumineux, les sources de chaleur, conduits-feu, etc., etc. On prépare un chemin de circulation, parce qu'on peut toujours avoir besoin d'aller changer une antenne, une VMC, enlever un nid de guêpe. Alors également, je vous conseille de préférer le vrac, parce que vous aurez un meilleur taux de remplissage, et de choisir un biosourcé, parce que c'est jouet gagnant, mais pas seulement pour les combles perdus, je peux dire. Voilà. Alors maintenant, les toitures en pente. On va commencer par l'isolation par l'intérieur, et en tout premier, on va traiter de supports en bois pour une isolation avec des isolants en panneaux au rouleau. Dans ce cas-là, donc, on commence bien évidemment par contrôler parfaitement la couverture depuis dessous, si on peut, la charpente, et donc on donne de l'épaisseur avec des supports tels que des planches, des échelles Lignotrent. Alors là aussi, je vous ai mis un lien vers ce produit. Le but étant ici de créer des caissons étanches les uns par rapport aux autres. On met ensuite en œuvre les isolants. Puis on pose un pare-vapeur. Ce pare-vapeur, donc on le maintient avec des lithos bois et on pose le parement. Les toitures en pente, encore et toujours,
Isolation par l'intérieur, encore et toujours, et cette fois, support de parement métallique. Donc on va changer, toujours avec un isolant en panneau ou rouleau. Alors le mode opératoire est un peu plus simple, on veille toujours au bon contrôle de la couverture et de la charpente, bien évidemment. On donne l'épaisseur requise par la mise en œuvre de suspentes et de fourrures métalliques. On met les isolants en œuvre. On pose un pare-vapeur avec les accessoires prévus à cet effet, et chaque fabricant a sa gamme d'accessoires, et on pose le parement. Toiture en pente, installation par l'intérieur, toujours, et cette fois, la troisième technique, support de parement en bois avec un isolant en vrac. On va veiller encore et toujours au bon contrôle de la couverture et de la charpente. On va veiller à ce que l'isolant, puisqu'on va l'insuffler, ne soit jamais en contact avec la couverture. C'était vrai des isolants en panneaux et rouleaux, mais là c'est beaucoup plus facile de le maîtriser. Il faut toujours laisser un filet pour la ventilation de la couverture. Et ici, eh bien, on va devoir créer une barrière supérieure. On donne l'épaisseur voulue par adjonction de supports tels que des planches, des échelles Lignotrent. Donc là, on retrouve la préparation pour les isolations en panneaux et rouleaux, mais avec préparation avec des éléments en bois. Alors, on va poser le pare-vapeur qui devra être résistant à la pression, puisqu'on va insuffler sous pression, mais on va le poser bien évidemment avant d'avoir mis l'isolant. On tient fermement le pare-vapeur avec des lithos en bois, et qui sont croisés par rapport au support, parce que quand on insuffle sous pression, ça pousse quand même. On insuffle selon les prescriptions du fabricant, et ensuite, eh bien, on pose le parement tout simplement. Alors, toiture en pente, encore, et donc cette fois on va traiter de l'isolation par l'extérieur et on va parler de la méthode dite du sarking avec isolant non perspirant. Alors qu'est-ce que le sarking? C'est un isolant que l'on pose sur le toit avant de poser la couverture, donc qui va servir. Donc on réalise un plancher de toit sur les chevrons. Si on a des avant-toits, bien évidemment, on va y créer des rehausses de toit, on ne va pas aller isoler les avant-toits. On va donc compenser l'épaisseur de l'isolant que l'on va mettre, lui, qui va encaisser la charge de la couverture. On crée une ventilation du toit via la pose de contrelates qui elles-mêmes vont être posées sur un pare-pluie, sur la partie habitable, puis on met des contrelates. Alors ces contrelates sont bien plus larges que les contrelates classiques, puisqu'elles vont devoir transmettre la charge à l'isolant. Et une fois qu'on a fait ça, on pose la couverture selon les règles de l'art. Alors, toiture en pente, encore et toujours, et donc méthode du sarking, mais avec isolant perspirant, et donc cette fois, on va travailler différemment, puisque on va réaliser le plancher de toit sur les chevrons. Si on a des avant-toits, à nouveau, on crée l'épaisseur. Mais préalablement à la pose de l'isolant, on va mettre un pare-vapeur au droit de la partie habitable, de telle sorte à maîtriser le flux de vapeur de l'intérieur vers l'extérieur. Je vous ai mis des liens vers des articles que j'ai écrits à ce sujet. On pose l'isolant, on met un pare-pluie dessus, on crée une ventilation du toit via la pose de contrelates. Alors comme pour le sarking avec des isolants non perspirants, eh bien, on a des lambourdes relativement larges. Et une fois que tout ça est préparé, on pose la couverture selon les règles de l'art. Alors, toiture en pente. Et donc cette méthode consiste à isoler avec une mise en place préalable d'éléments porteurs, donc des éléments en bois, et au travers et entre lesquels on va mettre les isolants. Isolation par l'extérieur, toujours. Donc on réalise un plancher de toit sur les chevrons, on pose un pare-vapeur sur ce plancher de toit, on crée un ensemble de surépaisseurs par ajout de pièces porteuses, on met en œuvre l'isolant, vrac ou panneau, entre les pièces porteuses, on pose une membrane pare-pluie, on crée une ventilation du toit via la pose de contrelates, enfin on retrouve ce qui a déjà été développé, et on pose la couverture selon les règles de l'art. Alors voilà en ce qui concerne les toitures en pente. Maintenant, en ce qui concerne les toitures terrasses. Alors, les toitures terrasses, on a une seule option à franchement dire, c'est isoler par l'extérieur. Alors, isolation par l'extérieur, donc on a deux méthodes possibles.
l'une que l'on appelle la technique de la toiture chaude, qui est la plus répandue. Là. Donc l'étanchéité est posée au-dessus de l'isolation. La deuxième, c'est la toiture dite inversée. L'isolant est posé sur l'étanchéité, ce qui impose bien sûr pour le coup un isolant imputrescible. Là, on n'a pas le choix. Et dans les deux cas, les isolants doivent résister à la compression. Alors, une fois qu'on a fait le tour de toutes ces techniques, ces systèmes, ces options, etc., on se retrouve face à un minimum de 31 options majeures, je les vois même plutôt proches de 40, hein, puisqu'on a quelques petites variantes qui ne sont pas forcément des petites d'ailleurs, hein, et qui nous amènent donc à la stratégie selon les besoins. Hein, et le but ici est d'atteindre des objectifs fixés par des textes. Alors, ces objectifs donc, concernent différents éléments isolés, hein, donc les sols, les murs, les menuiseries, etc. Donc ça on a déjà vu. Hein. Les stratégies selon les besoins, donc obligation minimale de respecter l'arrêté du 3 mai 2007 qui a été modifié par l'arrêté du 27 mars 2017. Ça c'est la légalité minimale que l'on doit respecter en cas de rénovation d'un bâti ancien. Et donc, ces arrêtés nous imposent 3 zones climatiques différentes, hein, donc c'est des zones géographiques, hein, lesquelles 3 zones climatiques sont complétées par deux situations différentes en ce qui concerne les pentes de toit, c'est-à-dire inférieur à 60 degrés, supérieur à 60 degrés, et également ces arrêtés mettent en avant 2 typologies de murs, à savoir les murs en contact avec l'extérieur et les murs en contact avec un volume chauffé. Maintenant, voyons les stratégies selon les besoins. Pour obtenir les aides diverses liées à la rénovation énergétique, on peut aller au-delà de ces arrêtés, hein, et donc aller à la pêche, à ces aides, hein, lesquelles aides changent assez régulièrement. Hein. On a connu les crédits d'impôt, on a connu les intérêts, les taux zéro, etc., etc. Et maintenant, c'est MaPrimeRénov'. Hein. Alors bon, ça change de nom. C'est toujours un peu les mêmes idées quand même. Hein. Et pourquoi tout cela change-t-il? Parce que toutes ces aides sont assujetties aux lois de finances. Et en France, chaque 1er janvier, on a une nouvelle loi de finances. Alors, on peut également cibler d'atteindre un label, hein, le label BBC Effinergie. Hein, voilà Alors, maintenant, rien qu'avec ces 3 options. Les arrêtés, notamment celui du 3 mai 2007, donc amélioré en 2017, hein, le choix des aides ou des incitations, ou la poursuite d'un label, combien de combinaisons possibles? Eh bien, attendu que ces 3 options non seulement se cumulent, mais se combinent avec les options précédentes, là, on commence déjà à être dans l'exponentiel. Voyons maintenant les stratégies selon les contraintes. Alors, le but ici est de s'adapter aux conditions d'exploitation. Et ces conditions d'exploitation, c'est soit on est face à une résidence principale, on peut également avoir à traiter une résidence secondaire, on peut, et alors là c'est vraiment pas rigolo, avoir à traiter une résidence secondaire dont on nous dit j'en ferai plus tard ma résidence principale, mais ce ne sont pas les mêmes modes d'exploitation et ce ne sont pas les mêmes contraintes, donc là c'est pas facile. On peut aussi avoir une grande bâtisse à surface exploitée variable. Qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien, ce sont des bâtiments de grande surface qui, l'hiver, sont habités seulement sur une partie pour ne pas avoir à chauffer tout l'ensemble. Et on peut également faire face à des constructions évolutives, et si on cherche bien, on doit pouvoir trouver encore quelques autres options. Néanmoins, on en a déjà 5 certaines, et avec ces 5 options nouvelles, qui bien sûr se cumulent avec les précédentes, mais plus que se cumuler, se combinent, hein, donc cette fois, c'est encore plus l'exponentiel, hein, que combien de combinaisons possibles, c'est énorme. Alors, et on n'a pas fini, puisque maintenant, on va parler des stratégies selon les attentes.
Et là, le but, c'est de s'adapter aux désirs, aux souhaits, aux capacités des occupants. Alors, on a les adeptes du high-tech, les adeptes du low-tech. On peut avoir aussi des gens qui sont très attachés à la provenance la plus proche possible du lieu des travaux, d'autres qui sont très orientés, tournés vers l'écologie. Je suis tout à fait en accord avec ces deux dernières catégories, enfin les trois dernières, puisque je suis aussi en accord avec le low-tech. Les stratégies selon les attentes, on a donc au moins deux options nouvelles. Et ces deux options nouvelles, ben, une fois de plus, ne se contentent pas de se cumuler avec les précédentes, mais à nouveau s'y combinent, au moins en partie. Et à nouveau, la grande question, combien de combinaisons possibles? Alors, selon les stratégies diverses que l'on vient de voir, rien que dans l'immobilier ancien, je crois que sans trop se mouiller, on peut dire que des options, il y en a des dizaines, des centaines et des milliers probablement. Alors bon, bref, on vient de voir tout ce qui concerne l'ancien. Voyons maintenant le neuf. Hein, donc, puis ça n'a pas fini quand même. Hein. Et donc, je suis un peu comme notre homme. Roll-ball. Hein, franchement, parce que là, je crois qu'on frise l'overdose d'ores et déjà. Donc, personnellement, je dis stop. Je dis stop et tout ça, pourquoi? Ben parce que, à nouveau, combien d'options, combien de combinaisons? Alors, c'est pas un infini, parce que l'infini c'est vraiment très loin, mais c'est immense et je ne pense pas qu'il soit possible raisonnablement de prétendre envisager toutes les situations possibles et imaginables. Alors, on revient à la grande question, pourquoi ne trouve-t-on pas de stratégie d'isolation préétablie? Ben, tout simplement parce que ça n'est pas possible. Hein. Alors, le fait que ça n'est pas possible est-il dramatique? Ben non, ça ne veut pas dire qu'on aille pour autant dans une impasse. Hein. C'est simplement, il faut avoir une approche autre. Hein. Et il faut s'appuyer, on peut se faire aider ou s'aider avec des supports. Et parmi ces supports, il y en a un que vous connaissez bien, hein, puisque vous êtes d'ores et déjà dessus, c'est la chaîne Papy Claude, la chaîne de votre serviteur, hein, pour la théorie sur la thermie. Il y a déjà pas mal au sein de la chaîne Papy Claude. Alors la difficulté de s'y retrouver, hein, parce que de l'info, il y en a. Hein. On a aussi un livre déjà ancien qui a été publié chez Terre Vivant, Isolation écologique. Et ce livre, Isolation écologique, il a été écrit par Jean-Pierre Oliva, qui a été rejoint par Samuel Courget. Ils l'ont remis à jour régulièrement. Alors oui, il y a eu des évolutions législatives qui n'ont pas été prises en compte, mais pour le reste, sur le plan technique, c'est bon, hein, vous pouvez y aller, ça reste une référence. Hein. Et je vais vous en conseiller une autre qui n'est pas encore disponible, mais qui va pas tarder à l'être et qui est une production à nouveau de votre serviteur. Hein. C'est un livre qui va apparaître chez Terre Vivant, qui est Les clés du confort thermique déjà publié, et dont le sous-titre est très explicite puisque c'est bien s'informer pour bien décider. Et donc ce livre va paraître en septembre 2021. Donc le manuscrit est déjà remis, on est en train de travailler à la mise en page, etc. etc. Et pour ceux qui visionnent cette vidéo avant, ben, soit vous attendez un peu, soit autrement, je vais vous donner une autre piste, c'est d'aller sur le média communautaire Build Green, puisque ces livres que je commets sont une compilation, d'une certaine manière, de divers articles que j'y ai écrits. Alors là encore, la source est assez vaste, puisqu'il y a plus de 150 articles que j'y ai écrits. La difficulté étant de s'y retrouver, hein, et pour autant, il faut s'y retrouver. C'est extrêmement important, puisque ça nous emmène vers un préalable impératif. Ce préalable est que, pour bien prescrire, il faut bien analyser. Et l'analyse, eh bien, c'est la base de tout. C'est comme en médecine, hein. S'il n'y a pas un bon médecin, il n'y a pas un bon diagnostic et il n'y a pas une bonne prescription. Et donc, il faut établir le diagnostic. Et pour ça, il faut avoir les capacités de le faire. Et donc, j'ai longtemps milité pour voir apparaître de nouveaux professionnels. Je les ai baptisés les habitologues. Eh bien, on est en février
2021. On a 24 élèves qui d'ores et déjà se sont inscrits, suivent ce qu'on a appelé une formation pilote à la mythologie. Hein, donc on sait exactement, Geoffrey, moi et quelques autres, ce qu'on veut transmettre, mais on a souhaité avoir ce groupe pilote pour peaufiner, pour que ce soit vraiment une formation qui corresponde aux attentes, hein, qui colle vraiment à la réalité. Et donc cette formation est longue, hein, elle dure plus de 30 semaines. Hein, et donc première semaine d'octobre, on aura donc une première fournée, j'ose dire, d'amitologues opérationnels, hein, qui seront en capacité donc d'analyser un bien, hein, et de évaluer ses handicaps et ses avantages, qui seront en capacité d'apprécier la compatibilité entre les attentes des occupants et les possibilités du bien. Il n'y a pas toujours la possibilité de réaliser ce qu'on attend, ce qu'on aimerait, donc il faut en être informé. Hein. Et également, ils seront en capacité de présenter, y compris en thermie, les solutions les plus pertinentes. Hein. Et l'objectif, on va mettre d'autres sessions en route après, l'objectif étant le plus rapidement possible que, où que vous vous situiez sur le territoire français, vous ayez un habitologue que vous pourrez consulter pour vous faire aider, vous faire accompagner, vous faire conseiller, pour ne pas faire d'erreur, parce que se tromper dans le bâtiment, c'est lourd de conséquences. Hein, ça dure. Hein. On peut se gourer de resto, hein, on fait un mauvais repas, bon, c'est dommage, mais c'est pas dramatique. Mais quand on s'est gouré dans sa maison, c'est pour des années. Hein. Alors, faut quand même être prudent. Alors, je tiens à remercier mes partenaires financiers qui, grâce à leur contribution, ont permis la sortie de cette vidéo. Et donc, ces partenaires sont en tout premier lieu Planète Énergie, qui est une entreprise artisanale qui est qualifiée Qualibat, RGE, etc., etc. Ils sont implantés dans le 77, mais vont beaucoup plus loin. Hein. Toute la région parisienne, c'est bon, et ils tendent à s'étoffer sur le territoire. Je vous ai mis le lien vers leur site dans le descriptif de la vidéo, dans la présentation de la vidéo. Vous pouvez prendre contact avec eux si vous êtes dans leur zone d'influence. Vraiment, je vous les recommande chaudement. J'ai ensuite pour partenaire Gramiterm, qui est un fabricant d'isolants à base d'herbe, donc un isolant biosourcé, vraiment par excellence. Hein, puisqu'on parle d'excellence, eh bien, autant le dire, c'est un excellent isolant, hein, bon lambda, déphasage, etc., etc. Et donc, je vous ai mis aussi dans le descriptif de la vidéo le lien vers leur site. Vous pouvez donc entrer en contact avec eux. Vous pouvez leur commander des matériaux, ils se feront un plaisir de vous livrer et de vous conseiller au mieux de vos besoins. Hein. Voilà ce que je tenais à vous dire. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là et à bientôt pour de nouvelles aventures. Selon les situations, les besoins, les contraintes, les attentes, eh bien,